J'ai toujours considéré mon apparence comme mon principal problème. Lorsque les femmes rêvent de leur chevalier en armure, elles imaginent généralement un homme comme moi. Je suis une personne de grande taille, sans prétention, qui mesure 190 cm et pèse environ 140 kg. Heureusement, mon taux de graisse corporelle est assez faible. Mes yeux profonds et légèrement croisés attirent l'attention sur mon grand nez. Même si j'ai encore une chevelure complète et toutes mes dents, cela ne fait pas vraiment de différence. Je garde mes cheveux roux courts parce que je travaille dur sur des machines lourdes. Ainsi, ils ne me tombent pas dans les yeux et sont faciles à entretenir. Malgré tous mes défauts, j'ai la chance d'avoir trouvé une femme avec laquelle je vais me marier et passer le reste de ma vie. Loretta n'était pas inintéressante, mais elle n'était pas particulièrement belle non plus. Je pensais qu'elle était juste ce qu'il fallait. Avec ses 160 cm, elle était évidemment plus petite que moi. Elle supportait mon impolitesse et s'en moquait constamment avec gentillesse. Je ne me suis jamais senti rabaissé ou insulté lorsqu'elle plaisantait avec moi. C'était merveilleux d'être à l'aise avec elle. Nous nous sommes mariés jeunes et avons eu 2 enfants, un garçon de 16 ans nommé Brian et une fille d'1 an nommée Monica. Heureusement, les enfants ont davantage hérité de leur mère que de moi. Ils étaient intelligents et polis. En plus d'être un mari heureux et satisfait, j'étais un père fier. Je travaillais comme conducteur d'engins lourds pour l'oncle Sal. L'oncle Sal gérait tout, même s'il s'agissait essentiellement d'une entreprise familiale. Nous travaillions tous autant d'heures que nous le pouvions et étions rémunérés en conséquence. Les bénéfices réalisés à la fin de l'année qui n'étaient pas utilisés pour acheter de nouveaux équipements étaient répartis entre les membres de la famille. L'arrangement était satisfaisant. Loretta travaillait pour une petite entreprise qui effectuait des évaluations de biens immobiliers pour des sociétés d'investissement et des banques. Elle était chargée de rédiger des rapports, de préparer des documents et de saisir des données, mais elle ne s'occupait pas des évaluations elle-même. J'aurais dû laisser les choses en l'état, la vie était belle. C'est un petit détail qui m'a fait réfléchir. J'ai remarqué ce qui ressemblait à un suçon sur le cou de ma femme. Normalement, je l'aurais taquiné à ce sujet, mais pour une raison que j'ignore, je ne l'ai pas fait cette fois-ci. J'étais certain de ne pas l'avoir laissé là si c'était un suçon. Il aurait pu s'agir d'un poil incarné ou d'une piqûre d'insecte. Lorsque nous étions à la maison, elle essayait de le cacher avec du maquillage, ce qui me mettait encore plus mal à l'aise. Si elle allait quelque part, je comprendrais qu'elle veuille le dissimuler, mais pourquoi le cacher à la maison? Si Loretta voyait quelqu'un d'autre pendant la journée, elle ne quittait jamais la maison quand je n'étais pas là. J'étais certain que personne ne venait chez nous pour la rencontrer. Cela m'a dérangé pendant toute une semaine. Le suçon avait disparu, bien sûr, mais son souvenir persistait. Nous avions une vie sexuelle fantastique. Je n'ai peut-être pas été aussi affectueux que j'aurais pu l'être, mais je n'ai jamais oublié son anniversaire, ni notre anniversaire de mariage, et je lui ai toujours acheté des fleurs sur un coup de tête. Nous allions souvent au restaurant et profitions de toutes les occasions pour aller voir un spectacle ou un film. Chaque année, nous prenions des vacances en famille à un endroit précis. Je l'appréciais en tant qu'épouse et amie. Maintenant, une bête marque rouge sur son cou me faisait douter de tout. Oncle Sal était heureux de me donner quelques jours de congé parce que le travail était un peu lent. Je n'avais aucune idée de mes besoins et de mes projets d'avenir. J'ai décidé de simplement la suivre et de guetter tout comportement inhabituel. J'ai pris un livre de mots croisés et j'ai emprunté une voiture à l'un des collègues de travail. Pendant 2 jours, il n'y a rien eu d'inhabituel. Je l'ai suivi au déjeuner, au travail, puis à la maison. Le 3e jour, j'ai commencé à me sentir complètement idiot. Loretta a quitté le travail un peu plus tôt que d'habitude pour aller déjeuner. Au lieu de se rendre à sa voiture, elle a contourné le bâtiment. Loretta est montée sur le siège passager d'une voiture de société blanche à 4 portes qui s'était arrêtée derrière le bâtiment. Elle devait probablement emmener un collègue déjeuner. Bien que la journée n'ait pas été particulièrement différente des 2 précédentes, il y avait un changement subtil. Mes pires craintes ont été confirmées lorsque je les ai suivies sans difficulté. La voiture blanche s'est arrêtée sur le parking d'un petit motel délabré, près de la frontière de l'État. L'homme me semblait familier, c'était Tom, l'un des évaluateurs utilisés par Loretta. Il avait déjà une clé. Comme s'il l'avait fait 100 fois, ils sont entrés dans la chambre. C'était un bel homme, probablement 10 ans plus jeune que Loretta. Ils ont fermé les volets et tiré les rideaux. Malheureusement, je n'avais pas prévu tout cela à l'avance. Je ne savais pas quoi faire.
Je pensais que la meilleure chose à faire était d'attendre que Loretta rentre chez elle ce soir-là et de la confronter directement. Mais mes émotions ont pris le dessus. Je suis sorti du véhicule et me suis approché de la porte du motel. La porte et son cadre étaient en bois, et le motel était vieux. Une forte poussée risquait d'arracher les vis du cadre, même si la porte était munie d'une serrure de sécurité. Cela faisait près de 10 minutes qu'ils étaient entrés dans la chambre. J'ai interpellé l'une des employées de l'hôtel et lui ai demandé d'appeler le 911. Malgré son air perplexe, elle s'est empressée d'attraper son téléphone. J'ai décidé d'attendre encore 5 minutes avant de forcer la porte. Je n'ai patienté que 2 minutes. J'ai frappé la porte avec mon épaule droite aussi fort que possible. Les gonds se sont arrachés du mur et la serrure a volé en éclats. Loretta et son compagnon ont sursauté lorsque la porte s'est écrasée bruyamment sur le sol. Avant qu'ils ne puissent se détacher d'elle, je l'ai attrapé par le cou alors qu'ils étaient allongés dans le lit, nus. Je ne pouvais pas supporter de voir ma femme avec un autre homme. Il savait qu'elle était mariée, alors je lui en ai voulu. Pour la même raison, je lui en ai aussi voulu. Ma colère est devenue incontrôlable. C'était une facette de moi que ma femme n'avait jamais vue. Après avoir donné 2 coups de poing qui lui ont brisé plusieurs côtes, Tom, ou quel que soit son nom, n'a pas pu se remettre. Il était incapable de bouger ou même de reprendre son souffle après cela. J'ai pris mon temps, le frappant à plusieurs reprises jusqu'à ce que son visage et son torse soient couverts de fractures, d'échymoses et de sang. À un moment donné, Loretta a essayé de m'attraper en me criant d'arrêter. Au milieu du coup, je lui ai enfoncé mon coude dans la bouche. Sa lèvre fendue saignait abondamment tandis qu'elle était projetée à l'autre bout de la pièce. Puis tout est devenu noir. Lorsque j'ai repris conscience, j'étais menotté sur le siège arrière d'une voiture de police. Loretta se tenait près de l'ambulance, pressant un drap d'hôtel sur sa lèvre pendant que les ambulanciers emmenaient Tom sur une civière. Elle s'est mise à pleurer en me voyant et s'est tournée vers la voiture de patrouille. La voiture de police est sortie du parking du motel et une policière l'a accompagnée jusqu'à la chambre. Je n'ai pas contesté les accusations, je n'ai pas demandé à être représenté par un avocat et je n'ai pas cherché à obtenir un procès. La justice a été rapide. Ils ont parlé de préméditation puisque j'avais demandé à la femme de chambre d'appeler le 911 avant d'enfoncer la porte. Je ne me suis pas soucié de cela. J'ai été condamné à 2 ans de prison. La seule personne qui m'a rendu visite avant mon transfert à la prison d'État était mon frère Louis. Il m'a dit qu'il viendrait me voir quand les choses se seraient calmées. Je n'ai pas eu de problème dans mon nouvel environnement, surtout quand les gens ont su pourquoi j'étais là. Louis n'est pas venu me voir pendant 10 jours. Louis a essayé de détendre l'atmosphère en plaisantant, « John, j'allais t'apporter des cigarettes, mais je me suis souvenu que tu ne fumais pas. » Louis, arrête tes bêtises. Que se passe-t-il à la maison? Je n'entends que des rumeurs et des absurdités, et personne ne me dit rien. La situation est aussi mauvaise qu'elle peut l'être. Depuis cet incident, Loretta se cache chez elle, laissant la famille et les enfants dans le désespoir. Brian et Monica avaient prévu de rentrer chez eux plus tard dans la semaine, mais ils sont restés avec leurs parents. Comme Loretta n'interagit avec personne, je n'ai aucune information à son sujet. Loretta a refusé de laisser sa sœur Joyce entrer dans la maison. Loretta a-t-elle parlé aux enfants? Non. Malgré leurs tentatives répétées, elle continue de refuser toute communication avec eux. Elle ne parlera probablement jamais à personne de ce qui s'est réellement passé. Je doute qu'elle ait l'intention de reprendre son travail. Elle n'a certainement pas l'intention de quitter la maison. Elle sera bientôt à court de nourriture. Qui prend en charge ses dépenses? Je n'en sais rien. Dans le courant de la semaine, je demanderai à Brian s'il peut trouver une solution. Quoi qu'il en soit, Monica insiste pour retourner à la maison. Et l'homme? Il s'appelle Tom Bostick. Il est toujours à l'hôpital et devrait y rester encore quelques semaines. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai juste un peu malmené. Pourquoi est-il toujours à l'hôpital? John, tu l'as vraiment tabassé. Il souffre de nombreuses blessures internes, d'une fracture de la clavicule et de côtes cassées. Je n'ai pas pu obtenir tous les détails, mais je crois que la rate et les reins sont touchés. De plus, vous avez endommagé ses organes reproducteurs. Il mange avec une paille et l'un de ses yeux ne fonctionne pas bien. J'ai peut-être perdu mon sang-froid. Apparemment, oui. Je suppose que je devrais parler aux enfants. Pourriez-vous les amener quand vous reviendrez? Pourquoi pas? Je ne vois pas pourquoi.
J'ai fait une liste des choses que je pensais devoir faire à la maison après le départ de Louis. Tout était basé sur ce que Louis m'avait dit à propos du comportement de Loretta, bien sûr. Je sentais que je devais m'assurer que la maison fonctionnait bien, au moins jusqu'à ce que les enfants sortent de l'école. 5 jours plus tard, Monica et Brian sont arrivés. Louis n'était pas avec eux. Où est ton oncle? Il a dû travailler. Brian, l'air content de lui, dit, nous avons décidé de venir ici par nous-mêmes après avoir récupéré la voiture de maman à son bureau. Pourquoi était-elle au bureau? Le jour de ton arrestation, elle l'a laissée là. Maman n'est jamais retournée la chercher. Depuis, elle n'a pas quitté la maison et n'a pas conduit. Est-ce qu'elle va bien? Monica a levé les yeux et secoué la tête. Non. Elle ne parle pas. Tout ce qu'elle fait, c'est errer dans la maison. Elle refuse de répondre au téléphone ou à toute question. Le répondeur est complètement saturé. J'ai essayé de retourner autant d'appels que possible, mais seulement de la part de membres de la famille. Des journalistes ont même appelé. Vous serez bien là-bas, les enfants, ou vous préférez rester avec vos grands-parents? Papa, je pense que tout ira bien. Brian a dit avec assurance, il faut juste que nous établissions une sorte de routine, et j'étais heureux de voir mes enfants prendre les choses en main. Nous avons discuté de ce qu'ils pouvaient faire et de la manière dont je pouvais les aider au cours de l'heure suivante. Comme j'étais encore payé, j'ai suggéré de mettre en place des paiements automatiques pour toutes les factures de services publics. Pour obtenir de l'argent pour d'autres factures, j'ai demandé à Monica de récupérer la carte bancaire de sa mère. Cette carte pouvait également être utilisée comme carte de débit, ce qui simplifierait la gestion des dépenses supplémentaires. Brian s'est occupé du jardinage et de l'entretien de la voiture, tout en aidant Monica à cuisiner et à effectuer d'autres tâches ménagères. Loretta semble capable de s'occuper d'elle-même, mais a perdu tout intérêt pour la vie sociale. Monica a mentionné que sa mère était devenue quelque peu obsédée par le nettoyage et l'apparence générale de la maison. Elle n'arrêtait pas de dépoussiérer et de réarranger les choses sans raison apparente. Je n'y ai vu ni un bon ni un mauvais signe. J'ai demandé à Monica de faire savoir à sa mère que je voulais lui parler de ce qui s'était passé avant leur départ. Monica a promis d'essayer, mais ne semblait pas optimiste quant à la volonté de sa mère de parler. Loretta ne m'a jamais rendu visite pendant que j'étais en prison. Elle ne m'a pas écrit et ne m'a pas appelé non plus. Joyce, la sœur de Loretta, a participé aux tentatives infructueuses de Monica et Brian pour la persuader de communiquer. 6 mois se sont écoulés. La situation s'était calmée, mais ma femme ne m'avait toujours pas donné d'explication. Louis, Monica et Brian me rendaient régulièrement visite et plusieurs collègues prenaient même un jour de congé pour passer me voir et discuter. Les choses sont devenues plus intrigantes par la suite. La femme de Tom Bostick lui a signifié les papiers du divorce 2 semaines après sa blessure. Il s'est retrouvé sans rien. En plus des frais de logement et de la pension alimentaire, il avait maintenant 2 enfants à charge. Après sa sortie de l'hôpital, Tom s'est installé dans un centre de rééducation. Lorsque ses factures ont commencé à dépasser la couverture de son assurance, il a décidé de me poursuivre en justice. C'était un véritable imbroglio et je n'y comprenais rien. C'est alors que l'oncle Sal est intervenu pour m'aider. En l'espace d'une semaine, l'avocat de l'entreprise a déposé des demandes reconventionnelles contre Bostick et l'employeur de Loretta pour aliénation d'affection. L'avocat s'est montré astucieux et agressif. Puis, tous les litiges des 2 parties se sont brusquement arrêtés. Non seulement je n'ai rien obtenu, mais je n'ai rien eu à payer. 3 mois ont passé et rien n'avait changé dans la situation de ma famille. Après avoir terminé ses études secondaires, Brian s'est engagé dans l'armée de l'air. Il devait partir dans 1 mois. Il ne s'attendait pas à ce que son départ pose problème, car Monica avait désormais un permis de conduire. Loretta refusait toujours de quitter la maison et ne répondait pas aux appels. Elle ne dérangeait pas Monica, mais il était clair que cela ne pouvait pas durer éternellement. Chaque fois que Monica essayait de parler à Loretta ou proposait de venir me voir, Loretta refusait. Après le départ de Brian, Monica a commencé à venir me voir seule, parfois accompagnée de Louis. Joyce, la sœur de Loretta, est venue me voir une fois, mais je n'ai jamais compris pourquoi. Je purgeais ma peine depuis près d'1 an. Ma femme était devenue une recluse, refusant de me parler ou de parler à qui que ce soit d'autre. J'ai passé des heures à réfléchir à la situation. Je n'avais jamais reçu d'excuses de la part de Loretta. Elle ne m'avait jamais demandé pardon et n'avait jamais expliqué les raisons de sa liaison. Elle ne m'a proposé aucune solution pour remédier à la situation.
Elle n'a même jamais reconnu qu'il y avait un problème. Je me suis senti complètement insignifiant. Il était clair qu'elle n'accordait aucune valeur à mon temps ou à mon attention puisqu'elle ne répondait pas à ce que je ressentais à propos de la situation. J'avais l'impression d'être une saleté collée à la semelle de sa chaussure ou un insecte sur son pare-brise. Elle n'aurait plus à s'inquiéter de moi une fois le problème résolu. Je pouvais réfléchir à tout cela sans fin. J'ai remarqué que la colère grandissait en moi. Après avoir terminé son programme de réinsertion, Tom Bostick vit maintenant dans un appartement abordable près de son lieu de travail. Louis m'a dit que Tom semblait avoir un tic dans l'œil droit et qu'il marchait en boitant. Avant que Monica ne me révèle des informations troublantes, j'avais presque pitié de lui. Monica avait besoin de sa poupée pendant que Loretta prenait sa douche. En fouillant dans le sac à main de sa mère, Monica a trouvé un téléphone portable prépayé caché au fond. Un seul numéro était programmé dans le téléphone. Monica a noté le numéro de téléphone et le numéro de l'annuaire. La nouvelle est troublante. Naturellement, compte tenu de tout ce qui s'était passé, je n'avais pas l'intention de retourner chez Loretta. Mais j'étais furieux à l'idée qu'elle puisse encore être en contact avec Bostick. 2 semaines plus tard, on a annoncé que 1127 d'entre nous bénéficieraient d'une libération anticipée, et j'étais sur la liste. Je n'avais eu aucun problème pendant mon incarcération et, en tant que primo-délinquant, j'avais un emploi en vue à ma sortie de prison. Quelle chance peut-on avoir? Monica et Louis sont venus me chercher. J'ai décidé de rester avec mes parents pendant un certain temps, le temps que Loretta s'habitue à ma présence. Le départ de Loretta s'est avéré être une précaution inutile. Pour la première fois depuis 1 an, elle avait quitté la maison sans laisser de mot ni dire à qui que ce soit où elle allait. Elle avait emporté 2 valises et la plupart de ses vêtements, comme l'a révélé une vérification rapide. Ma femme m'évitait, ou plutôt j'évitais de la confronter à son infidélité. J'espérais entendre sa version des faits. Naturellement, je n'aurais rien appris si elle avait continué à garder le silence après mon retour à la maison. Cette même semaine, j'ai également découvert que Tom Bostick avait démissionné de son poste. Fait intéressant, je suis retourné à la maison avec Monica au lieu de rester chez mes parents. Maintenant qu'elle avait un petit ami stable, elle semblait heureuse de m'avoir à la maison. Bien sûr, cela signifiait aussi que j'étais seul à la maison la plupart du temps. Je n'avais jamais imaginé que mes colocataires me manqueraient. N'importe quelle interaction valait mieux que rien du tout. J'ai repris le travail 1 semaine plus tard. C'était comme si je n'étais jamais parti. Je faisais des heures supplémentaires chaque fois que je le pouvais, car je me sentais responsable de l'oncle Sal et de sa famille. Personne ne m'a offert cette chance. Au cours de l'année écoulée, il semble que j'ai perdu le goût de la bière. Elle n'étanchait plus ma soif comme avant, ce qui, je m'en rends compte, peut paraître étrange. J'ai commencé à boire beaucoup de cola et de thé glacé, car je n'ai jamais été fan d'alcool fort. Je faisais des blagues à ce sujet, mais je n'étais pas sensible à la pression de mes amis. Le pire, c'était de penser à Tom Bostick et à Loretta le soir. Ils m'avaient humilié. Même si je n'avais jamais rencontré Bostick, le traitement réservé à ma femme était injuste. Je ne l'ai jamais maltraité. Je ne l'ai jamais agressé verbalement ou physiquement. Je l'ai toujours traité avec amour et respect. Ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait qu'elle ne m'aimait pas. Il me semblait qu'elle ne me méprisait pas vraiment, mais qu'elle ne ressentait rien. Elle m'avait négligemment jeté comme une vieille chaussure. C'était humiliant. Monica a fait de son mieux pour m'aider, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose. Après les difficultés qu'elle avait rencontrées en s'occupant de sa mère l'année précédente, j'étais heureux qu'elle ait trouvé un partenaire. Je voulais lui donner autant de temps que possible pour rattraper ce qu'elle avait manqué. En outre, j'ai essayé de cacher ma dépression au travail et à la maison. Plus je travaillais, moins je pensais à Loretta. En général, je dormais bien et je me sentais épuisé lorsque je rentrais à la maison. Un dimanche après-midi, j'ai décidé de rendre visite à Joyce. Joyce était la jeune sœur de Loretta. Elle était divorcée et avait 2 enfants d'âge élémentaire. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais j'appréciais qu'elle me rende visite lorsque j'étais incarcéré. Parfois, je me demandais si elle ne m'aurait pas rendu visite plus souvent si j'avais été plus gentil lorsqu'elle le faisait. « C'est bon de te voir, John. J'ai entendu dire que tu étais de retour. Entrez donc. Voulez-vous une bière ou un café? » Ma belle-sœur m'a conduit dans la cuisine. Le café serait parfait. Je crois que je sais pourquoi vous êtes ici. Je vous aiderai si je le peux, mais je ne sais pas grand-chose. La question clé est, pourquoi,
et vous ne pouvez probablement pas y répondre, n'est-ce pas? Joyce s'est assise en face de moi et a posé 2 tasses fumantes sur la table. Tu as raison, John. Je ne peux pas t'aider. Elle m'ignore ou change de sujet quand je lui pose la même question de différentes manières. J'ai supposé qu'elle ne vous parlait pas. Elle n'a même pas accepté de me rencontrer jusqu'à il y a une semaine. Puis, soudainement, elle a eu besoin de parler. Il y eut un bref silence. Joyce semblait hésiter à donner des informations, mais elle paraissait prête à répondre à mes questions. Pourquoi m'as-tu rendu visite à Gratterford, Joyce? Je n'en suis pas sûr. Je ne pensais pas que tu le méritais, et j'avais l'impression que Loretta t'avait laissé tomber. Je ne suis pas revenu parce que tu n'avais pas l'air très enthousiaste de me voir. Je suis désolé. Je souffrais encore. Je n'avais aucune idée de la raison de votre venue et je ne savais pas comment réagir. Je suppose que ma sensibilité était trop forte. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, à part ce que j'ai lu dans les médias. Joyce pousse un petit soupir. Je gloussai doucement en finissant mon café. C'était simple. Je les ai surpris après qu'elle les trompait et qu'elle les battue à mort. C'est toute l'histoire, sauf que j'ai été emprisonné pendant 1 an. Je préfère considérer cela comme des vacances. C'était mieux qu'une de ces épouvantables croisières. Aucun de nous deux ne voyait d'humour dans la situation. John, pourquoi es-tu vraiment ici? Où est-elle? J'ai essayé de poser des questions simples pour obtenir une réponse directe. À Reno. Oh non. Ça a marché, j'ai eu une réponse à ma question. Loretta est venue me voir pour me parler de son divorce. Je n'avais pas la solution qu'elle cherchait et je n'ai donc pas pu l'aider. Pourquoi? Elle veut un divorce qui lui permettrait de passer à autre chose sans jamais vous voir ni vous parler. Je l'ai informée qu'elle ne pouvait pas faire cela ici. Elle a semblé quelque peu agitée. Les conditions de résidence l'ont amenée à décider que le Nevada était sa seule option, même si elle ne voulait pas s'y rendre. Reno abritait une succursale de la société pour laquelle elle travaillait. Quel que soit son nom, l'homme avec qui elle était, Tom, a réussi à se faire muter là-bas. Une fois qu'elle y sera restée assez longtemps, elle a l'intention de demander le divorce. Tout était logique. C'était logique, mais je n'aimais pas ça. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas fait cela pendant que j'étais incarcéré. J'aurais été heureux de signer et de renvoyer les documents si elle me les avait envoyés. En attendant trop longtemps, elle s'est mise dans tous ses états. Joyce, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Au moment où ma sœur s'en allait, je lui ai posé la question. Sans répondre, elle a simplement souri et a quitté la pièce. Peut-être pensait-elle que je n'étais pas assez attirante. Je regrette qu'elle ne me l'ait pas dit avant notre mariage. Si cela avait été le cas, Monica et Brian n'auraient jamais existé. Je n'ai pu qu'esquisser un petit sourire. Mon mari, John, était un salaud malgré son physique avantageux. Épouser un homme pour cette raison est une mauvaise idée. Je ne referai pas cette erreur. Peut-être est-il possible de trouver une femme divorcée qui a eu un beau mari. J'aurai peut-être plus de chance la prochaine fois. Ce n'est qu'une fois les mots sortis de ma bouche que j'ai réalisé à quel point j'avais l'air stupide. Je me suis levé, gêné, et j'ai remercié Joyce pour la conversation et le café. Je crois que je comprends maintenant pourquoi elle est venue me voir à Gratterford. En plus d'être peu séduisant, j'ai l'air d'être un peu idiot. Elle a semblé un peu agitée au moment où je partais, et je n'ai pas pu me débarrasser d'un sentiment de malaise. J'ai donné à Louis le billet de la croisière d'1 semaine dans les Caraïbes que j'avais réservé. Comme il était célibataire, je savais qu'il apprécierait ses vacances, d'autant plus que c'était moi qui les payais. En échange, j'ai emprunté sa voiture. Il voulait en savoir le moins possible. Après 3 jours de route vers Reno, j'ai trouvé un bâtiment vide à l'est de Sparks et je n'ai pas eu de mal à persuader Tom Bostic de venir l'inspecter. Il est venu avec son maître ruban et son fidèle carnet de notes. Une demi-heure plus tard, il voyageait vers l'est dans le coffre de la voiture de Louis. Il m'a fallu plus de 50 kilomètres pour trouver une sortie isolée après Winnemucca. J'ai simplement parcouru le premier kilomètre sur la route de gravier, sans savoir où elle mènerait. Au cours des dernières heures, Tom avait cessé de respirer, même s'il était encore en vie lorsque je l'ai mis dans le coffre. J'avais espéré pouvoir lui parler davantage, c'est dommage. J'ai trouvé un petit ravin agréable avec beaucoup de rochers et un feuillage clairsemé. J'ai jeté le corps dans le ravin après avoir pris son téléphone portable, son portefeuille et sa montre. Il pourrait éventuellement être découvert, mais pas avant que les coyotes et autres animaux n'aient eu leur compte.
Me sentant un peu moins honteux, j'ai poursuivi ma route vers l'est. Je ne m'étais jamais considéré comme vindicatif, mais il s'est avéré que je l'étais. J'ai laissé le portefeuille de Tom dans les toilettes pour hommes en passant par un casino Delco. Je ne doutais pas que les cartes de crédit seraient ramassées et utilisées. Comme personne ne signalerait la disparition du portefeuille, aucun débit non autorisé ne serait probablement signalé non plus. J'ai jeté la montre dans une benne à ordures parce qu'elle n'avait rien de spécial. Je venais d'atteindre l'Utah et j'ai décidé d'appeler Joyce une fois rentré chez moi. Au moins, je pourrais profiter d'un bon repas au restaurant avec elle, même s'il n'y avait rien de plus. Alors que je commençais à me sentir un peu mieux, mon téléphone portable a sonné. L'écran affichait le numéro que Monica m'avait donné. Je me suis dit que j'allais enfin pouvoir parler à ma femme. « Où es-tu, Tom ? Tu es là, Tom ? Réponds-moi. » Ma voix est aussi unique que mon apparence peu impressionnante et tout aussi dure. Il n'y avait pas moyen de la cacher. « Je suis désolé. »« Vous vous êtes trompé de numéro, » ai-je dit, m'interrompant juste assez longtemps pour entendre ma femme s'écrier « Oh mon Dieu, non !» J'ai jeté le téléphone portable par la fenêtre de la voiture. Je serai à la maison dans quelques jours. J'espérais sincèrement que Louis passait un bon moment en vacances.